Le général-major Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire par intérim, présidera demain au niveau de l'école supérieure de guerre de Temmenfoust en première région militaire la cérémonie d'ouverture du colloque organisé par l'Institut militaire de la documentation, de l'évaluation et de la prospective au ministère de la Défense nationale intitulé « Résilience face à la pandémie du Covid-19 ». Le ministre des Finances, Abdelrahman Raouia, a présenté le projet de loi de finances complémentaire pour l'exercice 2020 devant l'Assemblée populaire nationale pour débattre et voter le projet de loi des finances complémentaires pour 2020 également. Le bilan du Covid-19 pour ce mardi, 194 cas confirmés de coronavirus, 171 guérisons et 9 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures. Nous écouterons bien sûr le docteur Jamal Fouar tout à l'heure. L'Algérie n'a enregistré aucun cas de complications suite à l'utilisation de l'hydroxychloroquine comme traitement contre le coronavirus. Déclaration du docteur Mohamed Bekat Berkani suite à la décision de l'Organisation mondiale de la santé de suspendre les essais cliniques. Nous l'écouterons également tout à l'heure. Voilà pour les titres de l'actualité. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a donc reçu ce mardi dans la matinée un appel téléphonique du président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, et qui lui a présenté à l'occasion de l'Aïd al-Fitr ses vœux de santé et de bonheur, souhaitant au peuple algérien davantage de prospérité et de bien-être, a précisé un communiqué de la présidence. À son tour, le président de la République a présenté ses meilleurs vœux à son homologue turc, en priant Allah de combler de sa bénédiction le peuple turc frère. Les deux présidents ont échangé également des informations sur les efforts déployés dans les deux pays pour endiguer la propagation de la pandémie Covid-19, en passant en revue la situation dans la région, ajoute également le communiqué de la présidence. À cet effet, les deux présidents ont dénoncé le projet de l'occupant israélien visant l'annexion de nouvelles terres palestiniennes, le qualifiant d'une nouvelle violation flagrante du droit international et d'entrave supplémentaire au processus de paix. Quant au développement de la situation en Libye, les deux parties ont convenu d'intensifier les efforts afin d'imposer une première phase, un cessez-le-feu comme prélude nécessaire pour faciliter la solution politique interlibyenne basée sur le respect de la légitimité populaire garante de la souveraineté de la Libye et de l'unité de son territoire, conclut également le communiqué de la présidence de la République. Dans le cadre du suivi du développement de la situation sanitaire liée à la pandémie du Covid-19, le général-major Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire par intérim, présidera demain au niveau de l'école supérieure de guerre de Temmenfoust, en première région militaire, la cérémonie d'ouverture du colloque organisé par l'Institut militaire de la documentation, d'évaluation et de la prospective du ministère de la Défense nationale. Il est intitulé « Résilience face à la pandémie du Covid-19 ». Ce colloque, qui sera animé par des hauts cadres de l'État et des professeurs universitaires, a pour objectif de mettre la lumière sur les bouleversements géopolitiques et économiques induits par cette pandémie, de mettre également en exergue le rôle de l'ANP dans la gestion de la situation sanitaire et de la nécessité de sensibiliser le citoyen quant à son devoir de contribuer dans la lutte contre le coronavirus, ainsi que de débattre des mécanismes de gestion stratégique de la crise, notamment de l'après-Covid-19. Le ministre des Finances, Abdelrahman Raouia, a présenté le projet de loi de finances complémentaire pour l'exercice 2020 devant l'Assemblée populaire nationale pour débat et bien sûr le vote par la suite. Alors il faut rappeler que le projet de loi propose un nouveau cadrage macroéconomique et budgétaire en tenant compte du contexte national et international caractérisé par cette crise sanitaire que nous vivons en ce moment, une crise sans précédent et une baisse aussi drastique des prix du baril du pétrole. Le vote est programmé pour dimanche 31 mai. Alors pour le détail, le projet de loi de finances complémentaire 2020 prévoit la révision du cadrage macroéconomique de la loi de finances initiale en fonction des développements imposés par la double crise de la pandémie Covid-19 et de l'effondrement du pétrole. On en parlait tout à l'heure. Plus d'éclairage avec Karim Haïfar. Le nouveau cadrage macroéconomique et financier de la loi de finances complémentaire s'imposait compte tenu du contexte national et international caractérisé par la baisse des prix du baril de pétrole causée par la pandémie du Covid-19, avec des modifications apportées, à savoir le prix du marché du baril de pétrole qui passerait de 60 à 35 $, son prix fiscal lui passerait de 50 à 30 $, des dépenses de fonctionnement hors masse salariale qui baisseraient de 141 milliards de dinars
et des importations de marchandises qui, de leur côté, baisseraient également de 4,7 milliards de dollars. Et compte tenu de ce nouveau cadrage, les principaux indicateurs de la loi de finances complémentaire 2020 évolueront vers des recettes qui devraient atteindre 17,7 milliards de dollars à la fin 2020, contre un peu plus de 35 milliards de dollars prévus pour la loi de finances 2020 pour les exportations d'hydrocarbures. Par ailleurs, et dans le cadre du renforcement du pouvoir d'achat des ménages, le projet de loi de finances complémentaire prévoit la reconduction jusqu'à 2025 de 50% en matière d'IRG et d'IBS au profit des revenus réalisés dans les régions du sud du pays. L'exonération de l'IRG pour les revenus n'excédant pas 30 000 dinars par mois, applicable à compter du 1er juin 2020, et la révision du seuil du SNMG passant de 18 000 à 20 000 dinars au bénéfice des bas salaires, une mesure qui prend effet également à compter du 1er juin 2020. En ce qui concerne la relance économique, il est prévu entre autres la règle de répartition du capital social 49-51 à l'exclusion des activités d'achat-revente de produits et celles revêtant un caractère stratégique. Et l'abrogation de l'article 16 de la loi de finances 2016 portant obligation de financement des investissements étrangers par recours aux financements locaux, ainsi que l'exemption des droits de douane et de la TVA pour une période de 2 ans renouvelable des matières premières importées ou acquises localement par les sous-traitants. En outre, dans le cadre de l'encouragement de la création et du développement des start-up, le projet de loi de finances complémentaire prévoit d'accorder aux start-up une exonération temporaire de 3 années en matière d'IRG, d'IBS et de TVA sur les équipements acquis au titre de la réalisation de leur projet, ainsi que la révision de la nomenclature du fonds d'appui et de développement de l'écosystème start-up en vue d'adapter les dépenses aux besoins de leur financement. Et compte tenu du manque de visibilité du comportement de l'économie mondiale, les niveaux des grands agrégats macroéconomiques et financiers demeurent assujettis à l'évolution de la pandémie de Covid-19 et à la volatilité des marchés pétroliers qui marqueront les prochains mois de l'année en cours. Parmi les recommandations contenues dans la mouture de l'avant-projet de loi de révision de la loi fondamentale rendue publique dernièrement concernant la Constitution, rendue donc par la commission d'experts, c'est lié au renforcement de la séparation des pouvoirs et notamment la limitation de 2 au nombre de mandats présidentiels consécutifs ou séparés. Explication à Amadou Arba. Le volet consacré aux nouvelles prérogatives du président de la République, une proposition phare, celle concernant la restriction à 2 du nombre de mandats présidentiels consécutifs ou séparés, avec la capacité accordée au président de la République à désigner un vice-président. Un poste destiné à apporter un appui au président de la République dans l'accomplissement de ses missions chaque fois qu'il l'estimerait nécessaire. L'avant-projet de la réforme de la Constitution propose également le renforcement du rôle du Premier ministre et la fonction de chef du gouvernement. Nous ne pouvons concevoir un état de droit sans la séparation des pouvoirs, sans une indépendance de la justice et sans garantir les droits et les libertés réellement sur le terrain. En Algérie, nous voulons une séparation et une organisation réelle des pouvoirs de manière à rétablir l'équilibre et garantir une autonomie des pouvoirs leur permettant d'assurer pleinement leur mission. La mouture de l'avant-projet de la Constitution propose d'autre part la limitation de la durée de l'état d'urgence et de siège à 30 jours renouvelables après approbation du Parlement. En revanche, l'état d'exception sera limité à 60 jours, une durée renouvelable, elle aussi, après approbation du Parlement. La commission d'experts propose en outre de remplacer le Conseil constitutionnel par une Cour constitutionnelle, comme elle soumet aussi pour enrichissement et débat la proposition portant élargissement des attributions du Parlement en matière de production législative et de renforcement du pouvoir de contrôle parlementaire. Ainsi, il est proposé de mettre en place des mécanismes permettant au Parlement de contrôler et d'évaluer l'action du gouvernement à travers notamment le vote au Parlement en présence d'une majorité de membres, la limitation du mandat parlementaire à seulement 2 mandats, ainsi que la distinction dans le bénéfice de l'immunité parlementaire. Le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus s'est réuni aujourd'hui au siège du ministère de la Santé pour dévoiler les derniers chiffres du bilan du Covid-19 en Algérie. Je vous invite à écouter la déclaration du porte-parole du comité, le docteur Jamel Fourar. 194 cas nouveaux, 171 personnes guéries, 31 patients en soins intensifs et 8 décès. Concernant les nouveaux cas, avec les 194 cas notifiés au cours des 24 dernières heures,
le total cumulé de 8 697, soit une incidence de 19,8 cas pour 100 000 habitants. 29 wilayas sont en dessous de la moyenne nationale pour 100 000 habitants et au cours des 24 dernières heures, 21 wilayas n'ont pas déclaré de cas. Les wilayas d'Alger, Blida, Oran, Béchar et Ouargla ont notifié près de 57% des cas sur l'ensemble des cas au niveau national. Concernant les décès, 8 nouveaux décès ont été enregistrés, 2 à Tiaret, 1 à Al-Oued, Ain Defla, Sétif, Bouira, Al-Bayad et Larouat, portant ainsi le nombre cumulé des décès à 617. 66% des patients décédés sont âgés de 65 ans et plus. Concernant les patients qui ont bénéficié du traitement dans le cadre du protocole thérapeutique en vigueur, il est de 15 400, dont 6 821 cas confirmés au laboratoire et 8 579 cas à l'imagerie médicale. Le nombre total de malades guéris qui ont quitté les établissements hospitaliers est de 4 918, dont 171 au cours des 24 dernières heures. Enfin, il est à noter que 31 patients sont actuellement hospitalisés en soins intensifs. En conclusion, la situation épidémiologique du Covid-19 dans notre pays requiert une constante vigilance et le soutien et la collaboration de tous les citoyens. L'Algérie n'a enregistré aucun cas de complications suite à l'utilisation de l'hydroxychloroquine comme traitement contre le coronavirus. Déclaration ce mardi du docteur Mohamed Bekat Berkani, membre du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie. C'est une déclaration qui est faite suite à la décision, vous le savez, de l'Organisation mondiale de la santé de suspendre les essais cliniques. Pour Bekat Berkani, le protocole à base de chloroquine a donné de bons résultats jusqu'à maintenant, pas seulement en Algérie, mais dans plusieurs pays qui ont adopté le même protocole. On l'écoute. L'OMS a décidé de ne pas recommander l'utilisation de l'hydroxychloroquine dans le traitement du Covid-19. C'est l'OMS qui regroupe, qui est une institution des Nations Unies, qui regroupe pratiquement tous les États. Dans cette décision, nous a surpris. Pourquoi? Parce que depuis 2 mois et demi, l'Algérie, à l'instar d'autres pays, n'est-ce pas, les pays arabes, les pays musulmans, les pays africains, a utilisé avec beaucoup de succès l'hydroxychloroquine. Bien entendu en France de façon individuelle. Il y a des contradictions qui sont entre personnes, entre clochers, entre chapelles en France qui ne nous intéressent pas. Pour des impératifs de santé publique en Algérie, nous avons utilisé avec beaucoup de succès. La preuve en est, c'est que nous n'avons pas recensé un cas de gravité suite à l'utilisation. Bien au contraire, tous nos malades sont sortis guéris des hôpitaux. Par conséquent, il ne nous intéresse pas de faire dans un débat de combat d'arrière-garde. Il est carrément curieux qu'à la fin de l'épidémie, n'est-ce pas, nous nous dirigeons vers l'infection de la fin de l'épidémie, qu'il y ait ce type de recommandations et qui plus est, nous avons des réflexions autres qui cachent d'autres desseins. Nous ne voulons pas rentrer dans ce débat. Vous restez prudent à ce genre de recommandations? Ce genre de recommandations, on les prend en compte, mais seulement pour nous, ce qui compte, c'est le fait que nous avons déjà traité et que les résultats sont là. Merci, professeur. Dans un autre chapitre, conformément aux orientations du président de la République, Abdelmajid Tebboune, le président de l'autorité nationale indépendante des élections, Mohamed Chafi, a été chargé de participer à la réunion de concertation qui réunira demain la Commission de l'Union africaine par visioconférence. C'est une réunion qui sera consacrée à l'étude de l'impact de la pandémie Covid-19 sur les échéances électorales dans les pays africains. L'autorité de régulation de l'audiovisuel a salué l'accord à l'amiable auquel sont parvenus la chaîne de télévision privée Al Hayat TV et le fils de feu Abdelkader Talbi suite à la diffusion par Al Hayat TV de l'émission Al-Ghaz Al-Khamsa, les 5 énigmes de feu Abdelkader Talbi. Dans un communiqué rendu public ce mardi, l'Arabe a indiqué avoir été destinataire le 13 mai dernier d'une demande d'intervention pour arrêter la diffusion de cette émission par la chaîne de télévision Al Hayat TV, précisant que cette demande avait été formulée par le fils du défunt, Talbi Mohamed Rafiq, qui avait affirmé que ce programme est enregistré auprès de l'Office national des droits d'auteur et des droits voisins, l'ONDA, et a été diffusé par l'établissement public de télévision. Et en conséquence, Al Hayat TV ne pouvait pas disposer de ces droits. La campagne de pêche
de pêche de thon rouge s'est lancée aujourd'hui. Elle s'étalera jusqu'au 31 juillet prochain. L'Algérie se prépare bien sûr à pêcher son quota, 1650 tonnes précisément. Et puis un fait particulier est à relever cette année. Le prix du pélagique est revu à la baisse en raison de la propagation du coronavirus. Des pays comme le Japon se sont abstenus de participer à cette campagne. Nassima Ibnoula. Le coup d'envoi de la campagne de pêche au thon rouge de cette année 2020 a été donné à partir des ports d'Annaba et d'Alger en direction de la zone internationale de la pêche du thon rouge comprise entre la Tunisie, les îles de Malte et la Sicile le 26 mai et s'étalera jusqu'au 1er juillet prochain. Nous avons des documents à remplir à bord, à savoir le journal des pêches, qui doit être convenablement rempli avant minuit, et aussi une procédure administrative à effectuer avant chaque opération de pêche. L'Algérie s'est vue accorder un quota de pêche de 1650 tonnes de thon rouge au titre de l'année en cours sur une réserve totale de 36 000 tonnes autorisée à la pêche par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique, SICTA, un quota qui pourra atteindre les 2500 tonnes en l'an 2025. Le quota est estimé à 4,85% sur une réserve totale de 36 000 tonnes autorisées en mer, réparties sur 23 pays, ce qui nous laisse dire que notre quota est appréciable. La valeur financière en devise du quota qui sera pêché au cours de cette période pourrait atteindre les 8 millions d'euros. Pourtant, l'activité de l'engraissement du thon rouge dans notre pays reste timide. Le pélagique est pêché vivant et vendu en large. L'opération est purement commerciale, prise en charge par les équipementiers et armateurs. Aux aquaculteurs implantés en Tunisie et en Italie, le montant des redevances et taxes payées au profit du trésor public par les armateurs et équipementiers s'élève à 84 500 dinars, soit 8 milliards 500 millions de centimes. L'Algérie s'est vue accorder un quota de 1800 tonnes. Il est regrettable que 4 investisseurs privés titulaires de contrats de concession octroyés par la tutelle n'ont pas honoré leur engagement. En raison de la crise sanitaire due à la propagation du Covid-19 qui a contraint le client japonais à prendre des mesures préventives, le prix du thon rouge est passé de 7 € le kilo en 2017 à 3 € le kilo en 2020. Le tribunal de Boumerdès a décidé ce mardi le report du procès de Abdelghani Hamel, l'ancien directeur général de la Sûreté nationale, un de ses fils également, le dénommé CH, et plusieurs ex-responsables poursuivis dans une affaire de corruption. Le report est donc consacré pour le 2 juin prochain. C'est un report qui est notamment dû au refus du collectif de la défense des accusés d'un jugement à distance, inscrit au titre des mesures de prévention contre le coronavirus. Le collectif de défense a affirmé tenir un jugement en comparution. De nombreux ex-responsables vont également comparaître avec l'ex-DGSN dans cette même affaire de corruption, dont notamment 3 ex-Wali de Tipaza, mais aussi l'ex-chef de la Sûreté et le directeur de l'industrie de cette même wilaya. Les mis en cause dans cette affaire sont poursuivis pour détournement de foncier et abus de pouvoir. À l'étranger, la population de Gaza a vécu la fête de l'Aïd al-Fitr sous une double peine, la crise sanitaire due au Covid-19 et le blocus imposé par l'occupant israélien. Les Gazaouis survivent encore grâce aux différentes aides acheminées de l'étranger. Yannis Saïd Belkhassam. Un Eid al-Fitr malheureusement assombri pour nos frères palestiniens cette année à cause de la pandémie Covid-19. Dans la mosquée de Gaza, les fidèles ont accompli leurs prières et respecté les mesures de sécurité pour endiguer le virus. Malgré l'occupation des forces israéliennes dans la bande de Gaza et la pandémie, nous essayons de créer cette ambiance de l'Aïd al-Fitr et ainsi procurer de la joie au peuple palestinien. Malgré le coronavirus, nous essayons tant bien que mal de passer l'Aïd al-Fitr. Si les traditions et devoirs se perpétuent dans les mosquées et les maisons, l'animation est de retour dans les rues de Gaza. Tous les moyens et le peu sont suffisants pour créer de la joie et en faire une journée spéciale. Même si les parcs et jardins publics sont fermés, dans cette ruelle, un jeune homme a su redessiner le sourire de ses enfants. Et pas étonnant que ces petits Gazaouis veuillent le tricolore algérien sur leur visage. En cette journée de l'Aïd, j'essaye avec le peu de moyens de rendre le sourire aux enfants palestiniens. Je souhaite tous mes vœux de santé au peuple algérien. Bonne fête au peuple algérien, que Dieu vous protège du coronavirus. De la joie et des sourires sur les visages de nos frères palestiniens, comme pour diluer les craintes de la pandémie,
mais aussi celle de l'occupant israélien. La République sahraouie, dont une grande partie du territoire national est toujours occupée par le Maroc, a appelé l'Union africaine et les Nations unies à assumer leurs responsabilités en faisant pression sur l'occupant marocain pour qu'il cesse son occupation après s'être dérobé aux engagements pris à l'égard de la partie sahraoui sous l'égide des deux organisations. Raouf Hamouch. La République sahraoui appelle l'Union africaine et les Nations unies à assumer leurs responsabilités et faire pression sur l'occupant marocain pour qu'il cesse son occupation après s'être dérobé aux engagements pris à l'égard de la partie sahraoui sous l'égide des deux organisations. Malgré les dépassements commis par l'occupant marocain pour se consacrer à sa politique d'occupation des territoires sahraouis, le peuple sahraoui continuera à faire entendre sa voix et lutter pour sa liberté et son indépendance par des moyens légaux et juridiques pour libérer les territoires occupés par le Maroc. La Commission européenne est elle aussi pointée du doigt. L'eurodéputée Janina Ojoka déplore l'autorisation par cette dernière de l'application des accords commerciaux et de pêche entre le Maroc et l'Union européenne. Et ce, malgré la clarté de la décision de la justice européenne à ce sujet. Il y a plusieurs parties européennes qui soutiennent l'autodétermination et la cause sahraoui, malgré le lobbying de certains pays comme la France et l'Espagne qui ont signé ces accords injustes et méprisants à l'égard de la population sahraoui. Déterminé à lutter avec résistance, le peuple sahraoui poursuivra avec force son droit à l'indépendance et la liberté pour recouvrer sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire. De son côté, le président de l'Union africaine, président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, a réitéré l'attachement de l'Union africaine au droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Il affirme que l'organisation continentale va accompagner les Sahraouis dans leur lutte jusqu'à leur indépendance. Vous pourrez suivre ce soir une émission spéciale Géopolitics présentée par Afab Belouchet. Il sera question des enjeux au gré bien sûr de la pandémie et de la crise sanitaire actuelle, des jeux, bien sûr du jeu des puissances dans la région, ainsi que le soft power et son influence qui s'est accrue ces dernières années avec les multiples tentatives de déstabilisation dans plusieurs pays, dont l'Algérie. Les invités sur le plateau seront donc Ahmed Ben Saada, essayiste algérien, Michel Rimbaud, ancien diplomate français, Richard Labévière, éditorialiste et spécialiste de la géostratégie, et puis René Naba également, présent sur le plateau. Il est analyste, ancien chef du bureau AFP Moyen-Orient à Beyrouth. L'émission est à suivre à partir de 21h. Cap sur Djidjel à présent avec ses massifs montagneux, Ziama Mansouria et Oued El Berd, Ali Tourisme et Montagne et stations balnéaires également. La région dispose également de nombreuses richesses archéologiques. Rahim Abdelaziz nous les fait découvrir. Reportage.
bâtiments, des forêts et des cascades de Ouled Ayed, des sites archéologiques de Egmoun. C'est une région de tourisme de montagne. Au pied des monts Babord Tababord, la région de Oued el-Berd, grâce à de nombreux atouts, favorise l'écotourisme. Le rappel des titres avant de clore ce journal. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu ce mardi dans la matinée un appel téléphonique du président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, qui lui a présenté à l'occasion de l'Eid al-Fitr ses chaleureuses salutations. Le général-major Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire par intérim, présidera demain au niveau de l'école supérieure de guerre de Temmenfoust, en première région militaire, la cérémonie d'ouverture du colloque organisé par l'Institut militaire de la documentation, de l'évaluation et de la prospective du ministère de la Défense. Le colloque est intitulé Résilience face à la pandémie du Covid-19. Le ministre des Finances, Abdelrahman Raouia, a présenté le projet de loi de finances complémentaire pour l'exercice 2020 devant l'Assemblée populaire nationale. Le projet a été présenté pour débat. Le vote est prévu le 31 mai prochain. Le bilan du Covid-19, 194 nouveaux cas confirmés au coronavirus, 171 cas de guérison et 9 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures. L'Algérie n'a enregistré aucun cas de complications suite à l'utilisation de l'hydroxychloroquine comme traitement contre le coronavirus. Déclaration ce mardi du docteur Mohamed Bekat Berkani suite à la décision de l'Organisation mondiale de la santé de suspendre les essais cliniques. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Les adresses pour les replays et l'info en continu s'affichent en bas de votre écran. Très bonne soirée à tous.